Bonjour à tous, voilà de retour avec une nouvelle histoire d'électroculture. Donc, je vais vous présenter une histoire de ce magazine La Nature du 21 mars 1903. Donc, ça a plus de 120 ans, à 120 ans aujourd'hui. On est 2023. Donc, très intéressant. Et là, il y a un article. Voilà, donc, comme vous savez, moi j'aime bien trouver tous ces vieux articles. Et là, il y a un article là, c'est un petit article, mais très sympathique, sur l'électroculture. Donc là, qu'on voit là en bas, là, voyez, là, voilà, sur l'électroculture. Donc on va regarder ça. J'en ai comme ça tout plein, hein. Donc il y a eu cette revue La Nature où il y a eu plusieurs articles. Après, j'en ai aussi de 1906, Le Petit Jardin. J'ai dans la revue Cosmos 1898. Incroyable, mais donc ça, c'est encore plus ancien. Je vous en parlerai aussi. Et j'en ai comme ça, hein, pour vous dire, tout un paquet. Hein. Donc, vous voyez là, ça, c'est tous des vieux articles, tous des vieux magazines de la période entre 1800. 70 comme ça et 1920. Donc tout ça. Donc c'est quand même pas mal. Plus encore, vous voyez, hein, ça fait tout un paquet, hein, ça fait un trésor inestimable. Hein, ça fait quand même des années que je cherche. Mais donc là, il y en a aussi encore tout plein, tout plein. Hein, donc, je ne sais pas si vous voyez là, mais c'est encore tout un paquet de vieux magazines. Voilà. J'en ai comme ça tout plein. J'en ai une pile, genre comme ça, tous des vieux magazines. Donc, il y a du travail, sans compter tous ceux que j'ai pu récolter en capture écran et en PDF et en reproduction par Internet dans les sites d'archives, des bibliothèques, de Google, de la BNF, mais aussi à l'étranger, à l'étranger aussi. Donc, ça fait énormément d'informations. Après, c'est souvent un peu les mêmes informations qui reviennent, mais on apprend toujours quelque chose dans chaque article. Hein, donc, c'est très intéressant. Donc là, on va lire cet article et on va étudier cet article ensemble. Là. Donc, voilà. Donc là, on voit cet article-là. Je vais voir si on peut le mettre un peu plus grand. Ouais, ben c'est bien comme ça, voilà. Ben, comme ça, c'est un petit peu plus grand. J'espère que vous m'entendez tous bien. Donc là, c'est, comme on disait, c'est dans la revue La Nature. Hein, donc, il manque des pages un peu du magazine, mais l'article est là. C'est le principal. Vous le trouvez assez facilement sur ce site-là. Je vais vous montrer. Vous voyez sur ce site, lelivre.fr, vous trouvez un tas de vieux documents que vous pouvez, il y en a plus d'1 million, hein, donc, qui ont été scannés, et vous pouvez, rechercher un document avec des mots-clés. Donc, ils ont scanné énormément de contenu et ça permet de les retrouver et après, ils les vendent. Donc, c'est un site commercial, mais ça permet quand même de trouver des articles qu'on ne trouve plus ailleurs. Hein. Donc, je vous invite à chercher là. Après, il y a plein d'autres sites, hein, mais ça, c'est vraiment un des meilleurs, je dirais. Hein. Regardez, même dans ma boute, dans mon panier, il y a encore 11 articles hein, que j'hésite à acheter et magazines. Voilà, sur d'autres sujets aussi qui m'intéressent, hein, mais voilà, on ne peut pas tout acheter. Mais vous voyez, hein, c'est souvent 10, 20, 30 euros l'article. Hein, c'est pas donné non plus. Mais voilà, c'est quand on est passionné, hein, on compte pas comme on dit, mais ça permet après de vous le partager quasiment gratuitement. Et je suis occupé à faire tout un travail sur ces articles que je vous partagerai. Voilà, voilà. Donc, on va regarder donc cet article. On va le lire ensemble. Donc voilà. Donc là, on a l'article.
Voilà, je descends un peu. Voilà. L'électroculture. Dans toutes les industries où l'électricité a pénétré, elle a procuré des avantages et fait réaliser des économies. Or, judicieusement employée, l'électricité exerce sur la végétation des effets indirects ou directs les plus favorables et aussi les plus inattendus. Les effets indirects sont produits par l'arc voltaïque. Il fut remarqué pour la première fois en 1861 par Hervé Mangeon, puis confirmé successivement par Prieux, par C. Siemens, qui reconnut la nécessité d'interposer une lame de verre, par Schreier et par L. H. Bailey, qui constatèrent la précocité de la fructification chez les plantes soumises à l'action de l'arc voltaïque, ainsi que l'influence curieuse de ce dernier sur la couleur de certains fruits et de certaines fleurs. En 1891, M. Couchet remarqua la persistance du feuillage des platanes exposés aux rayons électriques sur les promenades de Genève. Ça, c'est très intéressant parce que sur une des promenades de Genève, ils ont aussi mis de la musique. Donc, c'est un lieu assez énigmatique où ils aiment bien faire des expériences, j'ai l'impression, et où ils aiment bien observer des choses. C'est très inspirant. Ah, c'est pas loin d'où Sissi, l'impératrice, est morte, est décédée. Ah, c'est un lieu très, très spécial, hein, ce coin-là de Genève. J'y étais aussi déjà dans le passé. J'aime bien ce coin-là. Étrange. Donc là, l'arc voltaïque, souvent été utilisé pour faire de la lumière. Est-ce qu'ils veulent dire des lumières artificielles ou est-ce que, parce qu'ils commençaient à avoir ces expériences-là aussi à cette époque, ou est-ce que c'est les rayonnements de l'arc électrique? Parce qu'un arc, dès qu'on fait un arc de haute tension, par exemple, électrique, ça crée tout un tas de rayonnements qui peut être bénéfique pour les plantes, hein. Voilà. Donc, on va continuer, hein. C'est quelques précisions pour mieux comprendre ce qu'on lit, on va dire, hein, ou de ce que j'en sais. Donc, enfin, en 1892, M. Bonnier fit des expériences méthodiques sur les plantes ligneuses et herbacées et tira les conclusions que voici. Les conclusions que voici. D'abord, la lumière électrique directe est nuisible au développement normal tissu par les rayons ultraviolets qui différencient de la lumière solaire. Or, ces rayons s'éliminent sans peine par l'interposition d'une paroi de verre. Cette précaution prise, M. Bonnier a constaté chez les plantes ligneuses une modification de structure considérable dans le cas d'influence continue et prolongée, une structure presque normale dans le cas d'influence discontinue. Les mêmes effets se manifestent à peu près chez les plantes herbacées. Donc là, on voit bien qu'il parle vraiment de la lumière générée par l'arc électrique et des rayons ultraviolets qu'ils arrivent à atténuer simplement en mettant une paroi de verre, hein. Donc, c'est intéressant, hein. Donc, la lumière, s'il faut le rappeler, est considérée comme une sorte d'onde électromagnétique, hein. Donc, on est bien dans l'électroculture aussi, bien que voilà, globalement, tout le domaine de l'influence de la lumière sur les plantes qu'on pourrait considérer comme dans le domaine de l'électroculture, voilà, je vois ça comme un sujet un peu à part quand même, parce que sinon, sinon il y a encore beaucoup à dire, hein. Mais disons que c'est un sujet qui est déjà très connu, où vous trouvez un tas de recherches scientifiques, de livres entiers
de cours d'université, parce que c'est connu pour la culture sous serre avec des lumières artificielles, hein, donc c'est connu. Mais il y a encore beaucoup de choses quand même à découvrir, hein, même dans ce domaine-là. Donc on continue. L'application de la lumière continue y provoque un grand développement, un verdissement intense et une structure d'abord très différenciée, mais qui, après quelques mois, malgré de remarquables modifications de tissu, l'est beaucoup moins, tout en étant riche en chlorophylle. La culture électrique est entrée dans le domaine pratique dans certaines fermes américaines. On y a constaté que la croissance était beaucoup plus rapide et les produits obtenus considérablement plus grands et plus abondants que par la culture ordinaire. L'effet de l'électricité peut d'autre part être direct par l'électrisation du sol ou de la plante. Voilà, ça c'est ce qui nous intéresse plus, hein. Donc, je répète, l'effet de l'électricité peut d'autre part être direct par l'électrisation du sol ou de la plante. Il se manifeste habituellement par la germination plus hâtive des graines, par l'amélioration de la qualité des fruits, par l'accroissement du rendement, accroissement qui peut atteindre le double de la production ordinaire. Intéressant. Le procédé et l'idée de l'appliquer ne sont guère nouveaux, quoique peu employés, puisqu'il y a près de 150 ans que l'abbé Bertholon, qui plaça les premiers paratonnerres, eut l'idée d'utiliser pour l'agriculture les effets de ceux-ci. Il inventa même un électrovégétomètre dans le but d'appliquer cette conception. Pour produire les effets qui nous occupent, divers procédés ont été imaginés, suivant qu'il s'agit de mettre à profit le courant ou la décharge électrique. L'un des appareils qui a été fréquemment appliqué est le géomagnétifère. Donc, le géomagnétifère développé après par l'abbé Paulin, donc environ un siècle après l'abbé Bertholon, avec son électrovégétomètre. Donc, je continue. Donc, où est-ce qu'on en était là? Voilà. Donc, les géomagnétifères. Il se compose d'une perche portant à son sommet un balai métallique. Donc, ça, c'est dans sa plus simple version. Une perche avec à son sommet un balai métallique. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et avec ça, vous pouvez déjà jusqu'à doubler vos récoltes, parfois plus même. Voilà, je continue. Un fil de fer relie ce balai au sol et s'y ramifie en un grand nombre de fils distants de 2 mètres et enterrés à 15 ou 20 cm de profondeur. L'électricité est ainsi soutirée à l'atmosphère et répandue dans le sol. Les expériences faites au moyen de cet appareil ont donné de très heureux résultats. Un autre système des plus simples consiste à enterrer dans le champ des plaques de zinc et de cuivre reliées entre elles par des fils isolés, ainsi que le montre la figure. Donc, un autre système, au lieu de la perche avec le balai métallique, c'est de relier des plaques de zinc et de cuivre reliées avec un fil, hein. Donc, comme je vais vous montrer là sur cette image en plus grand. Donc, vous voyez là, simplement des petites plaques, ça peut être même beaucoup plus grand, d'un côté du zinc, de l'autre côté du cuivre, et vous mettez ça autour de vos plantes ou carrément autour d'une parcelle. Ça, c'est déjà fait même sur des champs de 1 hectare et plus, hein. Donc, et avec de très bons résultats. Donc, ça crée un léger champ électrique et un léger courant électrique, hein. C'est le principe de la pile finalement, hein. Donc, le fer va s'oxyder et envoyer ses électrons au cuivre, hein, qui va être protégé comme ça, et ça crée un courant électrique. Voilà, c'est l'effet de la pile et ça crée un courant d'ion, on va dire, hein, où ça va faire un peu une électrolyse dans le sol, très légère, euh, euh,
on pourrait dire que ça peut peut-être augmenter la disponibilité des ions dans le sol, hein, pour ceux qui veulent voir ça comme ça, par rapport à la, à la, à la, à la fertilisation, par rapport à la nourriture des végétaux, hein. Donc, vous voyez, ça, c'est une technique très ancienne, hein. Déjà, fin des années 1800, ils en parlent de ça, hein, par Spechnev et d'autres. Très intéressant et très efficace aussi. Donc, on va continuer, hein. Donc, je répète, un autre système des plus simples consiste à enterrer dans le champ des plaques de zinc et de cuivre reliées entre elles par des fils isolés, ainsi que le montre la figure. On peut enfin faire usage des machines à produire l'électricité statique, comme l'a fait le professeur russe Selim Lemström, qui s'est livré à de nombreuses expériences comparatives pour déterminer quelle était la nature exacte des effets produits par l'électricité sur les végétaux. Donc Lemström, lui, il faisait un réseau de fils, comme une toile d'araignée, on va dire, hein, un réseau de fils au-dessus des plantes où il mettait une haute tension électrique, hein. Donc, il mettait en général le pôle positif. Et ça imitait, on va dire, l'électricité de l'atmosphère, ça l'amplifiait d'une certaine façon, ça amplifiait le gradient électrique entre le sol et la terre qui faisait que ça stimulait la végétation, la croissance des plantes. De ces expériences, il a conclu que l'électricité produisait une augmentation de l'énergie à laquelle est due la circulation de la sève. Il constata en outre que plus le terrain est fertile et plus les plantes qui s'y trouvent sont vigoureuses, plus aussi le traitement par l'électricité contribue à augmenter le rendement. Intéressant. À titre d'exemple, voici les résultats d'expériences faites sur des pommes de terre et des betteraves. Donc, sur des pommes de terre et des betteraves. Betteraves, excédant 107,2%. Donc, 107,2% de plus de betteraves. Pommes de terre, excédant 76,2%. Résultat très appréciable. Il constata également que l'électricité accélère grandement la maturation des fruits, baies, racines, etc. et augmente leur teneur en sucre. Oui, mais tous, c'est que les aliments, ils ont plus de goût, et ça, on peut le mesurer directement avec un Brixmètre, hein. Je conseille déjà depuis des années à tout le monde de mesurer le Brix, le taux de sucre dans son jardin des plantes, parce que vous allez remarquer que le taux de sucre est souvent bien plus élevé que les plantes témoins. Hein, donc, et le taux de sucre, ça protège aussi des maladies, des ravageurs, tout ça. Donc, au plus une plante est en bonne santé, au plus ses tissus seront riches en sucre aussi. Hein, donc, c'est très intéressant. Et les fruits, naturellement. Ça, quelque part, ça les protège ça crée un effet, on va dire, comme répulsif des ravageurs, des bactéries, tout ça. Donc, ainsi, cette dernière augmentation s'établit par l'analyse des betteraves donnant un excédent de 15% environ. Donc 15% plus de sucre dans les betteraves, hein. En général, M. Lemström estime à 45% la proportion dans laquelle le développement des plantes soumises à l'expérimentation s'est réellement accru. Voilà, il fait un peu une moyenne, il dit, il veut être prudent, il dit, voilà, ça va augmenter de 45%. Bien qu'on a vu juste avant que, voilà, sur la pomme de terre, c'est 76%, la betterave, c'était 107%. Vous voyez, les chiffres sont très différents d'une plante à l'autre. Et peut-être
d'un sol à l'autre, de certaines conditions à l'autre. Donc tout ça, ça mérite plus d'expérimentation, hein. Mais en tout cas, c'est positif. C'est ça qui est intéressant. Donc en général, M. Lemström estime à 45% la proportion dans laquelle le développement des plantes soumises à l'expérimentation s'est réellement accru. Cette proportion est, du reste, d'autant plus élevée que le sol est mieux labouré et amendé. Dans les terrains maigres, elle est si minime qu'elle ne se manifeste plus d'une manière sensible. Toutefois, certaines plantes ne peuvent supporter le traitement à l'électricité si on ne les arrose pas. Dans le cas contraire, leur surproduction atteint un chiffre très élevé. Donc, il faut bien comprendre là aussi que ce qu'il a comme résultat là, c'est avec cette technique particulière où il dit que, donc où il fait un champ électrostatique au-dessus des plantes, où il dit que, avec de l'électricité artificielle, et où il dit que ça ne marche pas quand le sol est trop maigre, par exemple. Ça vaut peut-être pour cette technique, mais ça ne vaut pas pour les autres techniques. Parce que pour les autres techniques, on a parfois l'inverse qui se passe, que sur les sols maigres, on a encore plus de résultats. Ça arrive aussi. Donc, il faut faire attention à ne pas faire l'amalgame entre les différentes techniques aussi. Très intéressant aussi à savoir. Il faut vraiment y prêter attention. Voilà. Donc, M. Lemström a enfin remarqué que le traitement est nuisible à toutes les plantes lors des fortes chaleurs solaires. Il doit alors être interrompu au moins pendant une partie de la journée. Il disait juste avant, toutefois certaines plantes ne peuvent supporter le traitement à l'électricité si on ne les arrose pas. Dans le cas contraire, leur surproduction atteint un chiffre très élevé. À cette catégorie appartiennent entre autres les pois, les carottes et les choux. Donc, c'est une technique, celle de Lemström, qui va augmenter l'évapotranspiration. Donc, il faut absolument qu'il y ait de l'eau, sinon on nuit à la plante, hein. Donc, il faut qu'il y ait assez d'humidité, d'eau disponible. Et c'est peut-être aussi les heures où il y a trop de rayonnement solaire ou trop chaud pour éviter la surévaporation, on va dire. Voilà. Je continue. Mais pourquoi, nous dira-t-on, l'électroculture n'est-elle pas universellement adoptée si ces résultats sont si heureux? C'est qu'il en est d'elle comme de toutes les inventions ou de toutes les applications nouvelles. Elle passe par 3 phases. La conception, l'expérimentation, l'application. L'électroculture est sortie de la 2e période et entre dans la 3e. Donc, selon l'auteur de cet article, Guarini, il dit que l'électroculture est sortie de la donc il dit de la 2e période de l'expérimentation et entre dans la 3e de l'application. Voilà, on peut dire ça en tout temps finalement. On a reconnu qu'elle est avantageuse. Reste à déterminer, pour que son emploi se généralise, les frais qu'elle occasionne et les bénéfices qu'elle rapporte. Autrement dit, quel est le moyen de le réaliser le meilleur et le plus économique? Voilà, chaque technique a son prix naturellement, hein, en matériaux, en main-d'œuvre, en coût d'installation. Mais moi, je rajouterais que pour toute innovation, il faut aussi tenir compte du facteur humain. Donc, du facteur humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous raconter ça. Donc, c'est que pour chaque innovation,
il y a la psychologie humaine. Un humain, c'est un être d'habitude. Les agriculteurs, ah ben, encore, ils en ont une couche à ce niveau-là. Et c'est comme ça qu'on les aime, ils sont agriculteurs. Donc, on a des habitudes. Quand on a une façon de fonctionner, c'est très difficile de changer. Mais c'est un peu tous les humains. Imaginons, voilà, on a un alcoolique, il boit beaucoup d'alcool, il boit de trop, il le sait, mais il fonctionne. Hein. C'est comme ça. C'est pas parce qu'on lui dit que sa santé va bien s'améliorer en buvant de l'eau qu'il va le faire. Même si c'est moins cher en plus. Vous voyez, c'est un peu une caricature ce que je vous raconte là. L'agriculture, autant de bons résultats qu'on veut, il y a le facteur humain, il faut que la personne, l'agriculteur, veuille bien changer ses méthodes, veuille bien essayer quelque chose d'autre, parce que peut-être qu'il veut juste continuer son train-train quotidien aussi. Simplement, l'expérimentation, pour lui, c'est pour les autres. Ou, voilà, et c'est pas juste une histoire d'argent, parce que même quand on donne les choses gratuitement, si la personne n'est pas intéressée, ça reste dans un coin et c'est tout. Et même s'il y a des bons résultats, c'est pas aussi simple. Voilà. Mais voilà, c'est ceux qui écrivent ce genre d'articles, c'est souvent des naturalistes, des ingénieurs, des machins, ce ne sont pas des psychologues, hein, donc, et ce pas des spécialistes en marketing. Mais ceux qui s'intéressent dans le marketing de l'innovation, moi je vous conseille un professeur que j'ai eu dans le passé, c'est Paul Millier qui a écrit un livre, Le marketing de l'innovation. Très intéressant. Il explique ce facteur humain. Il explique comment cela joue beaucoup dans l'adoption d'innovation. Voilà. Voilà. Très intéressant. Après, il y en a d'autres qui ont étudié cela. L'électroculture est vraiment là-dedans. C'est que aussi longtemps que dans le jardinage, dans l'agriculture, ils ont leur train-train quotidien avec leurs solutions connues, hein, qui correspondent à leurs préjugés, à leurs théories, à leur endoctrinement, ils ne seront pas prêts de changer. Parce que l'humain préfère un mensonge qui rassure, même si ça ne marche pas, que des vérités qui dérangent, même si ça marche. Hein. Donc, voilà, c'est donc compliqué, l'humain. Mais voilà, l'agriculture, l'électroculture, c'est passionnant, c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça que je vous partage ces articles. Et donc, aux prochains articles et aux prochaines nouvelles d'électroculture et petites histoires d'électroculture. À tout bientôt. Merci à vous tous. À bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas ça parce que ça aide beaucoup à diffuser et à faire connaître la chaîne YouTube. Mettez un like aussi, n'oubliez pas. Mais surtout, abonnez-vous. Hein, ça aide vraiment beaucoup. Hein, et partagez aussi ces vidéos sur vos réseaux sociaux si vous pouvez. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. À bientôt. Au revoir.